Je vous présente aujourd'hui les résultats d'une étude qui s'intitule Partenariat TSA, je le rappelle, pour participation scolaire et parcours diagnostic des enfants et adolescents porteurs du spectre de l'autisme en Isère et Savoie. Pour précision aussi, on n'a pas précisé, je crois, c'est une étude qui a été financée par la Fondation de France. Alors, il y avait deux objectifs à cette étude. D'abord, l'évaluation de ce qu'on appelle la participation scolaire, c'est-à-dire la présence à l'école et l'implication dans les activités scolaires. Ma collègue Adeline Lacroix de l'EPNC qui présentera la partie sur la scolarité en parlera plus en détail dans la prochaine présentation. Donc, il était question d'évaluer cette participation scolaire des enfants à 7 ans et des adolescents à 15 ans avec autisme en Isère et Savoie, qui est toujours Isère et Savoie, de la zone géographique sur laquelle on travaille. Et puis d'identifier également les déterminants à cette participation scolaire, ce qui fait qu'on participe plus ou moins à l'école quand on est un autiste, avec des déterminants en termes de langage, de communication et de fonction éducative. Alors là aussi, ma collègue Adeline Lacroix en parlera plus de détails. Et puis le deuxième objectif était de décrire donc, le parcours diagnostique chez les enfants à 7 ans et chez les adolescents donc, à 15 ans, avec le choix qu'on a fait de prendre les adolescents avec un diagnostic plus tardif. On a considéré tardif quand le diagnostic est posé entre 8 et 15 ans. Tout ceci, pardon, comme ça va mieux. Tout ceci. Oui, mais à distance, ça passe moins bien. C'est pour ça que j'attends. Désolé. Alors, je vais faire un entre-deux comme ça. Tout ceci au regard des recommandations de la HAS. Alors, je fais la HAS et la Haute Autorité de Santé. Je fais un petit rappel. Ça commence à dater. En 2018, ont été publiées des recommandations de bonnes pratiques professionnelles qui visaient vraiment à améliorer, fluidifier le parcours diagnostic depuis les premiers signes jusqu'à la pose du diagnostic. J'y reviendrai plus en détail après, mais l'idée c'était qu'on puisse mesurer ce parcours et essayer de comparer un petit peu avec la théorie de ce qui est prévu dans les textes, notamment dans ces recommandations. Alors, juste en termes de temporalité, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, on a dû revenir pas mal en arrière pour avoir assez de recul sur le parcours pour les enfants. Pour avoir assez de recul, on s'est intéressé aux enfants nés en 2012-2013 et diagnostiqués, donc, comme j'ai dit, au plus tard à 7 ans, c'est-à-dire au plus tard en 2020-2021. Pour les adolescents, on aurait bien aimé prendre la même génération, mais en fait, il a fallu qu'on n'avait pas assez de recul. Donc, on a dû prendre des générations antérieures, à savoir, comme vous voyez ici en orange, les adolescents nés en 2004-2005, pour un diagnostic donc posé entre 8 et 15 ans, c'est-à-dire finalement sur cette même période, donc entre 2012, 2013 et 2020-2021. Donc tout ça pour dire qu'on est sur une période de diagnostic entre 2012 et 2021 qui se situe grosso modo avant la mise en place, entre autres, des PCO, qui sont les plateformes de coordination et d'orientation, qui ont été mises en place en 2019 et qui ont permis clairement de fluidifier, d'améliorer le diagnostic précoce, en tout cas de l'autisme. Mais c'est une étude qu'on peut considérer un peu comme un point zéro avant ce genre de dispositifs qui ont été mis en place en 2019. Et puis les professionnels qui sont là, je sais qu'il y en a qui sont de la PCO, ils pourront en parler mieux que moi, mais c'est bien d'avoir ça en tête pour contextualiser un peu les résultats de l'étude. La méthode, alors rapidement, c'est la méthode qui est identique à celle qu'on utilise au registre, à savoir une identification des enfants et adolescents essentiellement par les dossiers des MDPH, donc de l'Isère et de la Savoie. On a des conventionnements avec les établissements. Et puis, en plus, on a des sources complémentaires. Donc, on les identifie aussi par les CAMS, les centres d'action médico-sociale précoce, les réseaux de santé périnatale et aussi les données hospitalières de pédopsychiatrie. Donc, un enfant, par exemple, qui est passé en CMP ou en hôpital de jour et qui n'aurait pas de dossier MDPH a pu être inclus par ce biais. Mais dans la plupart des cas, ce sont quand même des enfants et adolescents qui ont un dossier MDPH actif. Pour la participation scolaire, nous avons essentiellement mesuré cet aspect par des autoquestionnaires en ligne qui ont été envoyés aux parents, avec 3 autoquestionnaires. Je ne les détaille pas, en gros, il y avait la mesure de la participation en premier lieu, et puis les aspects langage et communication et fonctions exécutives, dont on reparlera également après. Pour le parcours diagnostic, on a travaillé sur un questionnaire approfondi qu'on a posé par téléphone, qui a duré en moyenne 1 heure. On a vraiment repris le temps avec les parents de retracer le parcours. Et donc, comme je le rappelle,
on a posé le questionnaire pour les enfants à 7 ans et avec un diagnostic posé au plus tard à 7 ans, et pour les adolescents à 15 ans avec un diagnostic posé au plus tard à 15 ans, donc entre 8 et 15 ans, pardon. Alors moi, je vais me concentrer maintenant, là c'était un peu le contexte de l'étude au global, je vais vous parler moi précisément des résultats sur le parcours diagnostique. D'abord, en termes de population, en tout, sur l'Isère et la Savoie, sur le données, on avait une population éligible, c'est-à-dire répondant à nos critères d'inclusion, de 710 cas, dont 450 enfants et 260 adolescents. Parmi eux, le taux de réponse a été de, alors on peut dire seulement ou pas, je ne sais pas, mais 50%, donc ça tombait à plus. Il faut savoir qu'on a eu des pertes à la fois de refus, clairement, il y a des refus des parents. Alors beaucoup étaient intéressés, mais malheureusement n'avaient pas le temps, compte tenu de leur situation complexe, justement. Et puis on a eu beaucoup d'injoignables, c'est-à-dire malgré les relances des enquêtrices qui sont d'ailleurs dans la salle et que je profite au passage pour les remercier, parce qu'elles ont fait un gros travail de recueil, eh bien, on a eu beaucoup d'injoignables, malgré de nombreuses relances, ou des parents qui avaient accepté, puis finalement, on n'a jamais réussi à joindre à nous. Je rajouterai juste en termes de profil, on a pu quand même établir un profil entre les répondants et non-répondants, et comme souvent sur ce genre d'études, on a quand même plus chez les répondants des catégories socio-professionnelles supérieures. Ça fait partie d'un des biais de l'étude. Les 4 étapes du parcours diagnostique. Alors, depuis la naissance, on a retracé 4 principales étapes. D'abord, les premiers signes. En deuxième étape, la première fois où le parent a consulté un professionnel, que ce soit un médecin ou non. C'est vraiment la première fois où on fait la démarche de parler des troubles de son enfant. En troisième étape, la consultation dédiée, c'est-à-dire une consultation de repérage, normalement dédiée plus spécifiquement aux troubles et où le professionnel a pu observer, discuter plus profondément, de manière approfondie avec la famille, l'enfant, et éventuellement a pu poser des échelles de repérage spécifiques de l'autisme. Et enfin, la pose du diagnostic. Alors, je rappelle encore une fois, en théorie, au sens des recommandations de la HAS, les 3 premières étapes sont du ressort des premières lignes. Les premières lignes étant, je les remets ici, donc c'est les professionnels de la petite enfance, de l'éducation nationale, les professionnels libéraux et la PMI, protection maternelle infantile. L'idée étant que les premières lignes doivent être un peu en alerte, particulièrement vigilants aux signes notamment de développement, de troubles de la communication sociale, et puis pouvoir ensuite mettre en place assez rapidement, alors normalement c'est dans les 3 semaines entre le premier professionnel consulté et la consultation dédiée, c'est le délai moyen en théorie, pour qu'il y ait une consultation dédiée qui doit se faire normalement toujours en théorie par le médecin traitant ou le médecin PMI. Et puis, l'idée, c'est qu'ensuite, au plus rapidement derrière, si un risque d'autisme est avéré, alors eh bien, une démarche diagnostique soit établie, soit faite par un professionnel de 2e ligne ou 3e ligne. Alors, je le rappelle, les 2e lignes, ce sont les professionnels qui travaillent de manière pluridisciplinaire, coordonnée et qui sont formés au TSA et au trouble du neurodéveloppement. Et les 3e lignes, ce sont les CRA, donc les centres de ressources autistes, centres experts diagnostiques, et les hôpitaux plus sur on va dire, des avis complémentaires spécifiques. Donc voilà, ça c'est un peu le contexte en théorie. Qu'en est-il, nous, en pratique, avec l'étude? Qu'est-ce que nous ont dit les parents? Sachant qu'on leur a vraiment demandé de retracer leur parcours, qu'on a vraiment pris le temps avec eux. Quelle est la durée moyenne déjà du parcours? Pour les enfants, vous voyez ici les âges moyens à chaque étape. Les premiers signes arrivent en moyenne à 2 ans pour les enfants. 6 mois après, en moyenne, le parent se tourne vers un premier professionnel de santé à 2 ans et demi. Et puis c'est ici qu'on observe déjà un délai très long entre ce premier professionnel consulté et la consultation dédiée. On est à 1 an et demi, alors comme je vous le rappelle, on était à 3 semaines en théorie dans les recommandations HS. Ce qui nous amène à une consultation de repérage en moyenne à 4 ans. Je vous ai mis entre parenthèses le taux de 82%, c'est le taux de consultation dédiée effectué d'après les parents auprès de l'enfant. Ça veut dire que dans 18% des cas, il n'y en a pas eu et que, en fait, les parents, et donc l'enfant, est passé directement d'un premier professionnel au diagnostic posé. Et enfin, on a de nouveau un délai important entre la consultation de repérage et le diagnostic, finalement posé en moyenne à l'âge de 5 ans et demi. Alors, on avait cherché un peu des équivalents dans les publications scientifiques.
dans cette période-là, avec cette méthodologie-là, en tout cas avec ces âges-là autour de 8 ans, on a des âges moyens entre 4 et 5 ans, enfin 4 ans, 4 ans et demi. On est un petit peu au-delà, mais ça reste dans les moyennes qu'on a pu observer. Au total, la durée moyenne du parcours est donc de 3 ans et demi, ce qui est beaucoup. Chez les adolescents, les premiers signes ils arrivent assez tôt finalement également, à 3 ans en moyenne. Un an après, les parents se tournent vers un premier professionnel, à 4 ans en moyenne. Et là, c'est ici qu'on a vraiment un délai aussi important et encore plus important par rapport aux enfants, de 5 ans et demi en moyenne, ce qui est énorme, entre le premier professionnel consulté et la consultation de repérage, qui arrive à 9 ans et demi. Le taux est plus important de consultation dédiée, on est à 92% chez les adolescents. Et enfin, on a encore un délai assez long entre la consultation de repérage et le diagnostic posé à l'âge moyen de 12 ans et demi. Au total, la durée moyenne du parcours est de 9 ans et demi. Donc, on peut dire, au vu de ces chiffres, qu'il y a clairement des difficultés majeures pour accéder à un diagnostic d'autisme pour les familles. Et je vous dis bien aussi cet écart qu'on a, on est plutôt en allée entre la deuxième et la troisième étape, alors qu'en théorie, dans les textes, on devrait être en semaine. Pourquoi les adolescents ont un diagnostic tardif? Alors, une des explications, c'est le fait qu'ils ont moins de comorbidité troubles associés par rapport aux enfants. Je ne détaille pas les chiffres, mais en gras, on voit des taux plus élevés chez les enfants par rapport aux adolescents, à l'exception des troubles 10. Alors, les troubles 10 sont beaucoup plus élevés chez les adolescents. Je rappelle qui ont un diagnostic tardif, c'est un trouble qui arrive plus tardivement aussi, enfin, qui est diagnostiqué plus tardivement et qui peut retarder le diagnostic d'autisme. Et puis, dépression et phobie scolaire, qui sont clairement plus, qui apparaissent à l'adolescence. Enfin, les filles, alors ce n'est pas un trouble d'être une fille, je préfère le préciser. Il y en a beaucoup dans la salle d'ailleurs aujourd'hui. C'est simplement voilà, pour dire que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les publications et qu'on voit clairement ici que les adolescentes ont un diagnostic beaucoup plus tardif et que le fait d'être une fille retarde le diagnostic d'autisme. On voit bien aussi dans notre étude. Alors, je vais reprendre rapidement les différents signes, les différentes étapes du parcours. Les premiers signes qui les identifient, c'est essentiellement, avant tout, les parents, clairement. C'est bien moi qui ai vu ces premiers signes à 80%. Donc, c'est clairement les parents qui sont premiers témoins, experts de leur enfant, etc. Les professionnels, quand même, les identifient dans 22% des cas. Et l'éducation nationale a un rôle quand même à jouer dans ces premiers signes, puisque ce sont des professionnels, les enseignants arrivent en première ligne à 70%. Les professionnels d'accueil du jeune enfant aussi, alors surtout les crèches, dans les données, je ne l'ai pas précisé, mais on a aussi quelques assistants maternels. Voilà. Ces premiers signes, quels sont-ils? On a demandé aux parents, alors ici ce sont des grandes catégories, je ne vais pas toutes les citer, sachant que ces catégories recouvrent chacune un certain nombre d'items, mais on voit bien que les trois premières grandes catégories sont spécifiques à l'autisme, toutes les interactions sociales, rigidité de fonctionnement, particularités sensorielles stéréotypiques qui sont citées par les parents à plus de 80%, et les signes sont vraiment très nombreux, et les parents, on les voit relativement tôt. Voilà, c'est un peu l'objet de cette diapositive sans tout détailler. Je vais passer maintenant rapidement sur les différentes étapes de la phase 2 à la phase 4, c'est-à-dire du premier professionnel consulté jusqu'au diagnostic. Quels sont les professionnels qui sont intervenus dans ces étapes? Donc, le premier professionnel, vous voyez en bleu, c'est essentiellement le médecin traitant, en fait, le médecin qui suit l'enfant. Donc, médecin généraliste pédiatre, en tout à 73%. On a un peu des psychologues et des psychiatres et pédopsychiatres. Et si on regarde entre première et deuxième ligne, c'est essentiellement des premières lignes qui interviennent à ce stade-là, mais on a quand même aussi 20% de deuxième ligne. Ce que je voulais rajouter ici, c'est que je ne l'ai pas dit, mais le premier professionnel, c'est le parent qui va essentiellement le consulter, c'est à l'initiative du parent la plupart du temps, mais quand même, quand ce n'est pas à l'initiative du parent et que c'est par orientation, c'est encore une fois l'éducation nationale, les enseignants qui conseillent, qui orientent vers ce professionnel. Donc, il y a toujours cet aspect important de rôle de l'éducation nationale dans ces premiers signes d'alerte. Donc, quelle a été la conclusion
du premier professionnel consulté. Alors, dans 8%, ce qu'il faut dire seulement, on ne sait pas, un autisme a été suspecté. Dans 10%, un diagnostic différentiel. Alors là, on a mis les principaux, on ne les a pas tous mis, mais retard de langage, précocité intellectuelle et puis le TDAH. Alors TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, je le précise. Dans un tiers des cas, environ, le professionnel dit il y a des troubles, mais ils sont à surveiller. Et dans presque la moitié des cas, eh bien, il est dit aux parents aucune anomalie n'est à souligner, il n'y a pas de problème, voilà, malgré les inquiétudes des parents. Sachant qu'ici, on est sur un âge moyen des enfants à 2 ans et demi et des adolescents à 4 ans. Finalement, dans 9 cas sur 10, il y a une absence d'autisme suspectée. Voilà, premier professionnel consulté, et le taux est majoritaire chez les premières comme chez les deuxièmes lignes. Passons maintenant à la consultation dédiée de repérage. Alors, cette consultation, on voit bien là, vraiment, c'est beaucoup plus dispersé en termes de professionnels. Il n'y en a pas un qui est beaucoup plus majoritaire par rapport aux autres. Donc, en violet, les psychiatres, pédopsychiatres arrivent même en tête à 25%, les psychologues, 2%, les neuropsychologues, 16%, et puis les neurologues, neuropédiatres à 12%. Si on regarde la répartition des types de professionnels, on est aux 3/4 sur des professionnels de deuxième ligne, professionnels qui sont coordonnés, formés autisme, et même un peu de troisième ligne à 5%. Finalement, on n'a que 18% de première ligne, alors que, encore une fois, en théorie, cette consultation de repérage devrait être du ressort des premières lignes, mais voilà, je pense que tout ceci pose question étant donné la pression qu'ils ont actuellement et qu'ils ont depuis un moment. Quelle a été la conclusion de cette consultation dédiée? Là, le taux d'autisme suspecté augmente à 46%. Les diagnostics différentiels augmentent aussi parce que voilà, on avance en âge, donc le trouble 10 notamment apparaît. Il y a encore un quart des professionnels à ce stade qui estiment que les troubles sont à surveiller, donc il ne faut pas plus s'inquiéter de cela. Et toujours quand même si c'est peu, on a toujours 4% de professionnels qui considèrent qu'il n'y a pas de problème. Et donc là, c'est vrai que ça c'est un des résultats un peu phares de l'étude, où le taux finalement d'absence de suspicion d'autisme, elle reste majoritaire, elle est à 54%. Et ce taux est toujours majoritaire, qu'on soit sur les premières, deuxième et troisième lignes. Alors, ça pose la question de la connaissance des professionnels, notamment de première ligne, par rapport à l'autisme, mais aussi de la complexité du trouble, parce que, voilà, même des deuxièmes lignes qui, entre guillemets, ne suspectent pas l'autisme, ça pose quand même cette question de cette complexité du trouble qui fait qu'on peut passer à côté et puis parfois diagnostiquer finalement quelques années plus tard un enfant ou un adolescent. Sur le diagnostic, quels professionnels interviennent? Donc, les psychiatres et pédopsychiatres en majorité, à 58%. Et puis, il y a les neuropsychologues. Alors, à 13%, on les a entourés parce que, en théorie, ils ne sont pas médecins, ils ne doivent pas poser du diagnostic, mais on a voulu rester fidèle à ce que nous ont dit les parents. Et voilà, certains parents nous ont dit, si, moi, c'est vraiment le neuropsychologue qui m'a annoncé, qui m'a suivi dans cette démarche diagnostique. Donc voilà, on est resté fidèle à ce qu'ils nous ont relaté. Et puis, sans surprise, on est sur des deuxième et troisième lignes pour la pose de diagnostic avec très très peu de première ligne. Ici, juste une diapositive pour vous montrer un peu le détail des cadres d'exercice des professionnels qui ont fait le diagnostic. En gros, ça se partage entre les libéraux, le secteur hospitalier psychiatrie et essentiellement les CMP, et les CRA, Centre Ressources Autisme. Et le détail des libéraux est le suivant, voilà, pour vous montrer que c'était assez diversifié. Pédopsychiatres, pédiatres, neuropsychologues, médecins généralistes et psychologues. Alors, ces chiffres ont dû sans doute évoluer aussi parce que, parler avec certains professionnels de la table ronde, sans doute que les CRA, maintenant, il faudrait refaire l'étude, peut-être voir si ce taux, notamment de 29% au niveau des CRA, sans doute doit baisser. Alors, pour terminer, on a posé une question pour clore un peu le questionnaire auprès des parents sur la satisfaction globale de l'ensemble du parcours diagnostique. Et le taux, eh ben, il est mauvais, il est à 45%. Voilà.
51% chez les parents d'enfants et on est seulement à 32% chez les parents d'adolescents. On peut dire que les parents ne sont pas satisfaits du parcours, clairement. Les attentes pour rendre plus efficace la pose de diagnostic, quelles sont-elles? Alors, c'est une question très ouverte, enfin ouverte complètement, où on a vraiment résumé ce que nous ont dit les parents, qui étaient très bavards, qui avaient plein de choses à dire. Ce qui ressort essentiellement, c'est la formation des professionnels, essentiellement de l'éducation nationale. C'est vraiment à 50%. Les parents, ça veut dire qu'un parent sur deux nous a dit spontanément il y a un problème, il faut que les professionnels de l'éducation nationale soient accompagnés, soient formés. Et les professionnels de santé également, à 40%. Les parents attendent énormément aussi du système de santé et de l'éducation nationale pour qu'il y ait plus de moyens dans ces deux domaines. Et notamment davantage de professionnels de repérage et davantage de professionnels qui puissent poser des diagnostics. Je ne l'ai pas mis ici, mais il apparaît aussi la lourdeur des dossiers MDPH pour les parents, qui est très très compliqué, qui revient. Alors, c'est vrai que ce n'était pas le gros chiffre, mais ça revient aussi et c'est récurrent. La pratique professionnelle, il y a beaucoup de parents qui nous ont dit on me culpabilise, on dit que mon enfant est mal élevé, que je suis mal, il faut juste poser un cadre. Voilà. Le soutien parental, pardon, guidance parentale, formation, information, où il y a vraiment un gros manque aussi. Et puis toujours le coût financier qui est trop lourd pour les familles, le regard sur la société qui ressort dans toutes les études, et l'accessibilité géographique. Alors, je crois que je n'ai pas le temps, j'ai déjà dépassé le temps. Alors, je vais passer. Voilà. C'était juste un parcours marquant d'un enfant avec une très longue durée, justement, entre le premier professionnel consulté et la consultation dédiée. Donc, vous aurez les diapositives. Donc, je passe. Et ce que je vais peut-être dire, c'est tout de suite ça, en fait, en résumé. Voilà, une des pièces angulaires, pierres angulaires, des recommandations qu'on a à faire, nous, c'est vraiment d'améliorer la connaissance des signes d'alerte et de repérage auprès des professionnels de première et deuxième ligne. C'est vraiment le point le plus important de l'étude. Et puis, développer plus de moyens humains et financiers pour le système de soins et l'éducation nationale, on l'a vu, pouvoir limiter les délais et poser des diagnostics plus précocement. Et alors, je ne vous ai pas montré les chiffres, mais il y avait aussi des points à améliorer sur l'annonce du diagnostic, les comptes rendus. Parfois, il n'y a pas de compte rendu. Et puis, les suites données, on n'oriente pas forcément vers la MDPH et on ne propose pas forcément un projet éducatif, thérapeutique adapté derrière. Donc, il y a aussi des choses à améliorer sur cet aspect-là. Et voilà, je vous remercie.